Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais vous parler de l'urgence climatique et à chaque fois qu'on me demande de parler de l'urgence climatique, je sais qu'à un moment donné, il va falloir parler de choses un peu dures et annoncer quelques mauvaises nouvelles. Donc je vais commencer par ça. C'est toujours plus facile de commencer par ça. Et aussi parce que je crois que l'engagement sur les questions qu'on porte chez Greenpeace, donc toutes les questions liées à la protection de l'environnement, l'engagement sur ces sujets-là passe de plus en plus par notre capacité personnel à porter un regard lucide sur l'état du monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas très loin dans un parcours d'engagement sur les questions environnementales si on n'a pas à un moment donné cette capacité qui est propre à chacun d'entre nous à ouvrir en grand les yeux sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc c'est vrai que cette réalité, elle est parfois effrayante, elle est parfois brutale, elle est très dure, les indicateurs ne sont pas bons, quelle que soit la manière dont on essaie de porter un diagnostic sur l'état de la planète sur laquelle nous vivons, on se retrouve systématiquement avec un diagnostic qui est assez accablant, mais je pense malgré tout que c'est une étape absolument indispensable si on veut aller plus loin dans un engagement, dans une action pour la protection de cette planète. Donc c'est vrai que nous, chez Greenpeace, quand on doit poser un diagnostic sur l'état de la planète, on se base beaucoup sur les indicateurs utilisés par les scientifiques du climat ou les scientifiques de la biodiversité, donc notamment ce groupe indépendant d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, dont vous avez certainement entendu parler. Et c'est vrai que chaque fois que le GIEC sort un nouveau rapport, comme ça a été le cas en octobre l'an dernier, en octobre 2018, on a des sueurs froides à l'avance et des sueurs froides pendant l'énoncé de leurs conclusions et un gros coup sur la tête quand la présentation est terminée, parce que chaque fois c'est plus grave que le précédent rapport qui était censé nous alarmer sur une accélération de la crise climatique. En deux mots, parce que je ne suis pas là non plus pour vous faire un discours sur le climat, mais en deux mots, ce que dit le dernier rapport du GIEC, pour moi, il y a deux enseignements principaux. Le premier, c'est qu'un réchauffement de 1,5 degré ou un réchauffement de 2 degrés, ce n'est pas du tout la même chose. Jusque-là, c'était quelque chose de très théorique pour beaucoup d'entre nous, de se dire, bon, 1,5 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi, 3 degrés, est-ce que ça change réellement les choses? Et la réponse des experts du GIEC est oui. C'est-à-dire qu'entre 1,5 et 2 degrés, ça change réellement les choses. En termes de régions qui vont devenir inhabitables à cause de l'accroissement des températures, en termes d'impact sur la production agricole, là aussi dans certaines régions du monde qui ne pourront plus produire leur alimentation à cause d'un réchauffement de 2 degrés, en termes d'impact sur la biodiversité. Donc pour la première fois, on est en mesure d'affiner ce discours-là très précisément et d'avoir une réelle différence entre 1,5 degré de réchauffement climatique et 2 degrés. D'où le fait que quand on dit qu'il faut tout faire pour ne pas dépasser ces 1,5 degrés, ça a une vraie portée, un vrai sens. C'est pas simplement pour se dire c'est mieux que 2 degrés. Et le deuxième enseignement du rapport du GIEC, c'est que tout ce qu'on imaginait pouvoir survenir sur la planète à l'horizon de la moitié du siècle, donc vers les années 2050, pourrait arriver bien plus tôt qu'on ne le pensait, et pourrait arriver dès 2032-2035. Donc on parle de conséquences du dérèglement climatique, d'impact du dérèglement climatique, qui pourrait survenir de manière massive, de manière absolument dramatique, là aussi dans certaines régions du monde. On est loin d'être la plus impactée, mais malgré tout, en France aussi, il y a des conséquences du dérèglement climatique. Mais donc tout ce dont on pensait que ça pouvait arriver à l'horizon de la moitié du siècle pourrait arriver d'ici globalement une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui entendre, croire, parce que ces experts du GIEC jusque-là ne se sont jamais trompés sur leur constat. En tout cas, chaque fois qu'ils se sont trompés, c'est par excès de prudence. Donc il faut faire face à ce diagnostic-là. Et puis récemment, il y a quelques mois à peine, il y a eu pour la première fois aussi un rapport sur l'état mondial de la biodiversité. Et là, c'est pareil, le rapport de ces autres experts qui s'appelle l'IPBES, qui est un peu l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, bah, ce constat-là, lui aussi, il est difficile à entendre et à accepter. Ce rapport, qui était une première mondiale, c'était la première fois qu'il y avait une somme comme ça d'analyses qui était faite sur la perte de biodiversité, il nous dit aujourd'hui que 75% des surfaces terrestres et 66% des océans
on subit des altérations sévères. Et donc des altérations sévères, ça veut dire qu'on ne sait pas si on aura la capacité à régénérer ces écosystèmes de manière suffisante. Et qu'en tout cas, si on ne s'y met pas maintenant, on aura de moins en moins de chances de le faire. Ce rapport, il disait aussi qu'une espèce animale ou végétale sur 8 était menacée aujourd'hui dans le monde. Donc voilà pour cette partie mauvaise nouvelle et constat diagnostic. Mais encore une fois, c'est pour moi absolument nécessaire avant d'aller plus loin. Et parallèlement à ces, maintenant si on sort de la partie sur les mauvaises nouvelles, parallèlement à ces rapports du GIEC, à ce rapport de l'IPBES, on a vu en France et dans le monde une mobilisation historique, inédite, sans précédent sur ces questions-là depuis globalement une bonne année. On la situe, nous, chez Greenpeace, à l'été 2018. Été 2018, épisode caniculaire dans beaucoup de régions du monde. On est bien parti en 2019 pour vivre la même chose, malheureusement. Mais été 2018, donc des épisodes caniculaires, des incendies de forêt au Groenland, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là, des records de température battus en Suède, donc une accélération de ce réchauffement dans les zones, dans les régions arctiques, alors qu'on sait qu'elles sont de formidables régulateurs du climat et que tout ce qu'on observe dans les régions arctiques ou antarctiques doit être analysé de près parce que ça en dit long sur l'accélération du réchauffement climatique. Donc il y a eu un été comme ça où beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes se sont accumulés avec une vraie prise de conscience qu'on a sentie à travers la couverture médiatique de ces sujets-là, à travers les discussions qu'on peut avoir les uns et les autres, quel que soit notre engagement sur le sujet. On a senti que quelque chose était en train de prendre dans une conscientisation plus aiguë de ces questions-là. Et puis à la fin de l'été 2018, vous vous souvenez, c'est la démission de Nicolas Hulot. Démission de Nicolas Hulot en direct sur France Inter, c'est un choc, on va dire ça comme ça. Nous, on l'a vécu comme ça, parce qu'il était le ministre le plus emblématique du gouvernement d'Édouard Philippe, il était le ministre le plus connu, il était le ministre le plus crédible sur ces sujets-là, et il a eu cette franchise de dire qu'il quittait le gouvernement parce qu'il ne parvenait pas à convaincre le chef de l'État et le Premier ministre d'aller plus loin dans une transition écologique. Donc tout d'un coup, c'était vraiment là aussi la première fois qu'on avait en face de nous, en direct, dans une émission de grande écoute, un ministre en exercice qui annonçait sa démission parce qu'il ne parvenait pas à faire son métier et qu'il ne parvenait pas à faire avancer les sujets qu'il couvrait avec son ministère. Et ensuite, cet électrochoc lancé, impulsé par ces épisodes de phénomènes météorologiques extrêmes et puis la démission de Nicolas Hulot, ont donné une impulsion à des choses qui étaient en train de se préparer, des rassemblements pour le climat, des marches pour le climat, qui ne sont pas nés après la démission de Nicolas Hulot, qui avait déjà été lancés avant, mais tout d'un coup qui ont pris une tournure nouvelle. On a vu débarquer dans les premières marches pour le climat à Paris en septembre, des gens qui jusque-là n'étaient jamais descendus dans la rue pour les questions climatiques et environnementales. On a vu des familles, on a vu une intergénérationnalité assez importante. On a vu une diversité de population qui était bien plus importante que ce qu'on connaissait jusque-là dans les mouvements pour le climat. Et puis il y a eu toute cette séquence, donc je vous fais la version courte bien sûr, mais il y a eu toute cette séquence de plusieurs mois où il y a eu une succession de marches pour le climat, une succession de rassemblements, une succession d'engagements qui se sont concrétisés aussi par un engagement là aussi nouveau et inédit des jeunes, des plus jeunes, à travers ces grèves pour le climat. Vous avez aussi très certainement entendu parler de cette jeune adolescente suédoise, Greta Thunberg, qui a initié, impulsé ce mouvement, qui était la première, 15 ans, à aller se mettre en grève pour le climat devant le Parlement suédois en disant « Mon pays n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. À quoi bon continuer d'aller étudier? À quoi bon continuer d'essayer de passer des diplômes si je n'ai aucun avenir ?» Et ce discours-là, il a eu une résonance qu'on n'avait jamais connue non plus dans les milieux étudiants, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles parfois. Et on a vu une jeunesse mondiale se soulever, se mettre en grève dans beaucoup de pays. En Australie, ils ont été jusqu'à interpeller le Premier ministre qui a dû réagir, et puis rapidement dans des pays européens, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, c'est venu en France un peu plus tardivement. Mais aujourd'hui, on a ces mouvements qu'on appelle Youth for Climate ou Fridays for Future dans différents pays qui constituent une force absolument incroyable parce que je pense qu'on n'avait jamais vu autant de force de conviction que dans les messages portés par ces jeunes-là. Et puis le fait que ce soit ces jeunes qui ne sont pas
qui ne se rassemblent pas sous la bannière de Greenpeace ou d'une autre organisation, qui sont devenus une sorte de force de mobilisation citoyenne. Ils ont un impact qui est absolument décuplé par cette liberté, par cette autonomie, par cette capacité qu'ils ont à bousculer les moins jeunes, par cette franchise qu'ils ont dans le discours. Et puis aussi, c'est ce qui m'a sidéré, moi, la première fois que j'ai été dans un de leurs rassemblements, par leur connaissance de ces sujets-là. Si je me projette, moi, quelques années en arrière, au lycée ou même étudiant, les questions écologiques, les questions climatiques, c'était loin de nous, pour être tout à fait honnête. C'était pas un sujet qui était largement discuté, c'était pas un sujet qui était enseigné ou très peu. On avait du mal à comprendre ces enjeux-là. Ils étaient moins bien documentés aussi, c'est vrai, à l'époque. Mais là, aujourd'hui, il y a un discours qui est absolument réfléchi, posé, mûr, à la fois sur le constat dont je vous parlais, et ce constat-là, ils l'affrontent très durement. Ils sont parfois très effrayé par ce constat, très en colère aussi, mais, et moi c'est ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme malgré tout, c'est que ces jeunes sont portés par une envie d'agir, une envie d'action. Ils ne sont pas du tout dans une posture de résignation, de repli sur soi, de se dire, bon, de toute façon, le monde est foutu, on n'aura peut-être jamais 50, 60 ou 80 ans, donc autant en profiter pour vivre une jeunesse insouciante. Non, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Au contraire, ils sont sur une prise de conscience très très forte et de se dire, on va régler le problème. Nos aînés ne l'ont pas fait, tant pis pour eux, on ne compte plus sur eux, on va le faire nous-mêmes. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai observé tout ça, c'est ce qui m'a donné moi l'envie d'écrire ce livre, c'est d'essayer d'accompagner ce mouvement-là, parce qu'on sait aussi que des mouvements de jeunesse, c'est pas la première fois qu'on en voit, c'est la première fois sur le climat, mais on en a vu sur d'autres sujets, peuvent retomber, parce que l'été arrive, les passages d'examen arrivent, la rentrée scolaire sera tout à fait différente en septembre 2019, donc ces mouvements-là, ils ont besoin d'être accompagnés, épaulés, soutenus, conseillés, encouragés. Ils ont besoin qu'on les aide à amplifier leur communication, ils ont besoin qu'on les aide à démarrer dans certains pays parce qu'ils ne sont pas encore présents dans tous les pays. Et c'est vrai que je me suis dit qu'au-delà de cet engagement des jeunes, il y avait aujourd'hui une volonté d'engagement, d'engagement rehaussé. C'est-à-dire que c'est comme si la rehausse de l'alerte climatique faite par les scientifiques avait eu comme résultante une volonté de la part d'un grand nombre de personnes de rehausser leur engagement pour essayer de faire ce qu'ils peuvent et d'avoir une contribution à cette lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est vrai que dans le livre que j'ai écrit, j'essaie de répondre à ça. J'essaie de proposer des outils d'engagement, que ce soit la participation à ces grèves ou l'accompagnement à ces grèves des jeunes, que ce soit les appels au boycott, dont je pense aujourd'hui qu'ils sont un levier d'action intéressant pour contraindre les entreprises à accélérer là aussi les changements. Je parle des actions de désobéissance civile parce qu'on n'a jamais, nous, alors Greenpeace, on a une longue tradition de désobéissance civile, mais on n'a jamais vu autant, pour le coup pas que des jeunes, autant de personnes venir vers nous, dans nos groupes locaux par exemple, pour nous dire on est prêt cette fois à franchir cette bande blanche là de la désobéissance civile. C'est pas rien, se dire à un moment donné je suis prêt à désobéir, à franchir le strict respect de la loi, parce qu'aujourd'hui le jeu en vaut la peine, parce qu'aujourd'hui il faut aller plus loin dans cet engagement. Donc il y a une volonté d'avoir un engagement plus ferme, plus radical, et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et puis, le dernier élément dont je parle dans le livre, c'est aussi la question de la justice climatique. On a fait partie, Greenpeace, avec Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et Notre Affaire à tous, des 4 organisations qui ont initié ce qu'on a appelé l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, c'est ce recours juridique intenté contre l'État français pour son inaction climatique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, ça n'avait jamais été tenté, on y pensait depuis longtemps, ça a été fait aux Pays-Bas en 2015, mais ça n'avait jamais été fait en France, de se dire, si on ne parvient pas, avec tout ça, tout ce dont je viens de parler, plus le travail habituel des ONG, soit le travail de plaidoyer, de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, d'expertise, de publication de rapports, etc., si on ne parvient pas avec tout ça à convaincre le gouvernement d'en faire plus pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut qu'on trouve des moyens nouveaux de le contraindre, cette fois. Et comment contraindre un État, si ce n'est en passer par la voie judiciaire ? Les ONG, on n'a pas la capacité à contraindre un État à faire quoi que ce soit. Une société peut tenter de convaincre un État, on peut se dire qu'il peut y avoir une contrainte sociétale, une contrainte politique, mais quelle plus forte contrainte il peut y avoir contre un État qu'une décision de justice. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, ça valait la peine de le tenter, ça valait la peine d'essayer,
Et donc on a initié ce recours juridique contre l'État qui a été déposé maintenant il y a quelques semaines et qui va aboutir à la fin à on l'espère en tout cas, une décision de justice contre l'État. Et ce recours juridique, il a aussi suscité un engagement très très fort de la part des citoyennes et des citoyens. Aujourd'hui, on en a plus de 2,3 millions de personnes qui ont signé en soutien à l'affaire du siècle. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu, qu'on n'avait jamais vu en France. Autant de personnes s'engager sur un même sujet. Et aujourd'hui, finalement, on va faire en sorte que ces 2,3 millions de personnes qui ont signé en soutien à l'affaire du siècle deviennent une véritable, là aussi, force, levier d'action pour les questions climatiques et essayer d'avoir un engagement renouvelé. Faut que je termine, c'est ça ? Je ne sais plus à combien j'en suis. Du coup, je termine alors, rapidement. Du coup, en fait, toutes ces nouvelles formes d'engagement, ça nous oblige aussi à avoir, nous, Greenpeace, une proposition qui soit, des propositions qui soient à la hauteur. Et c'est vrai que ça nous bouscule aussi, ça nous oblige à revoir un peu nos process habituels et nos manières de faire habituelles. Et du coup, on essaie de renouveler un peu cette palette d'engagement possible. Donc on essaie d'avoir des actions de masse dont je parlais, des actions de désobéissance de masse, qui est quelque chose de nouveau pour Greenpeace. Ce qu'on a fait à la Défense le 19 avril, qu'on a appelé le blocage de la République des pollueurs, où pour la première fois, on a eu 2000 participants à une action de désobéissance civile. Donc c'est extrêmement important d'avoir 2000 personnes qui s'engagent à désobéir et à venir comme ça bloquer, symboliquement, parce que c'est un blocage qui dure une journée, mais bloquer les entreprises les plus polluantes, bloquer les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire. On essaie aussi d'avoir des groupes locaux, parce qu'on a 35 groupes locaux Greenpeace en France, qui soient à la fois plus actifs et plus en lien avec les mobilisations locales. Donc il y a aujourd'hui dans les groupes locaux une vraie capacité à travailler sur les enjeux globaux que couvre Greenpeace, parce que nous sommes une organisation internationale, et puis à travailler sur ce qu'on appelle des luttes locales, des engagements locaux, des pollutions locales, des problématiques dans les régions dans lesquelles ces groupes agissent. Et puis il y a une notion aussi qui est importante chez Greenpeace, et je vais terminer avec ça, qui est celle de l'ouverture. Et c'est important parce que Greenpeace, on nous a souvent reproché dans le passé d'être une organisation un peu fermée aux autres. Et en fait, on est en train de devenir, depuis quelques années, mais on va continuer dans cette voie-là, une organisation plus ouverte. 2 exemples. Le premier, c'est qu'on va travailler sur ce qu'on appelle l'open campaigning. Donc Greenpeace se définit comme une organisation de campagne. On a des campagnes qui durent un certain temps avec des objectifs, des milestones, on est très anglo-saxon dans notre jargon interne. Donc on a ces campagnes et on va faire pour la première fois ce qu'on appelle de l'open campaigning, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de faire campagne avec nous. Et plus seulement, nous, Greenpeace, faire campagne au nom des gens. Le premier exemple très concret de cet open campaigning, c'est un site internet qu'on a lancé qui s'appelle cantineverte.fr, sur lequel vous pouvez, tout le monde peut lancer sa propre démarche pour essayer de faire en sorte que les cantines scolaires de sa ville, de son village, offrent plus de menus végétariens, de menus bio, de menus locaux dans les cantines scolaires, pour améliorer la qualité de l'alimentation des enfants et aussi contribuer à réduire la consommation de protéines animales, dont on sait aujourd'hui quel est l'impact, là aussi, sur le climat. Et donc c'est plus simplement Greenpeace qui lance des pétitions comme ça, qui interpelle des élus locaux. C'est n'importe qui peut lancer sa propre pétition. Et aujourd'hui, il y a une 60aine de pétitions dans des villes de différentes tailles qui ont été signées par plus de 15 ou 20 000 personnes en tout et qui peuvent permettre d'interpeller comme ça chacun. Donc vous pouvez chacun lancer votre propre pétition avec cet outil-là. Et la deuxième concrétisation de cette volonté d'ouverture, c'est que Greenpeace, globalement, donc pas simplement Greenpeace en France cette fois, mais Greenpeace dans le monde entier, a acté récemment, quand je dis récemment, c'était la semaine dernière, au cours d'une réunion internationale, son envie d'aller plus loin encore dans le fait de nouer des alliances avec d'autres partenaires. On a des partenaires habituels que sont les autres organisations environnementales, que ce soit le WWF, FNE, les Amis de la Terre, FNH, etc. Ce sont des organisations avec lesquelles on a des habitudes de travail. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'aller plus loin et d'essayer de nouer des alliances qui nous permettent de bousculer les lignes et de faire en sorte que nos sujets avancent. La première priorité va être de nouer des alliances avec les mouvements sociaux pour faire plus le lien entre les questions écologiques et les questions sociales. Donc on va, au cours des mois et des années à venir, Greenpeace, essayer d'encourager ces alliances-là, parce qu'effectivement, on se dit aujourd'hui que si on ne crée pas ces alliances, si on ne rejoint pas des alliances, si on ne renforce pas des alliances déjà existantes, on ne parviendra pas à aller plus loin. Voilà.
Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc on est bien plus fort ensemble. On est bien plus fort ensemble, oui, certainement, oui, c'est sûr. On avait évoqué aussi un sujet qui est assez spécifique à Greenpeace, qui est que finalement vos 220 000 donateurs, ils sont également adhérents, donc ils sont impliqués dans la gouvernance. Donc ça, c'est une spécificité très forte. Je vais juste donner quelques chiffres pour contextualiser. Donc c'est 24 millions collectés par an. 1,5 million de sympathisants, 1000 militants actifs et 110 salariés. Dans cette ouverture, on a aussi parlé justement du renforcement du peer-to-peer et du lâcher-prise finalement sur une organisation qui est plutôt très centralisée dans sa façon d'appréhender le campaigning. Vous appelez ça open campaigning. Quels sont les challenges de ce lâcher-prise justement pour vous aujourd'hui le challenge, c'est que ça occasionne un changement de culture en interne, un changement d'état d'esprit pour les équipes salariées, mais aussi pour nos militants. C'est-à-dire qu'on a effectivement des habitudes prises depuis des années, et il faut aujourd'hui fonctionner autrement. Il faut aujourd'hui accepter qu'on n'est pas en maîtrise totale au siège de Greenpeace à Paris de toute la communication qui va être portée par tous les militants de Greenpeace qui vont agir dans leur ville. Donc il faut accepter ça passe par un lâcher-prise. Alors un lâcher-prise qui ne se fait pas n'importe comment. On forme les gens avec lesquels on travaille, on forme nos militants, on fait en sorte qu'ils soient de plus en plus autonomes. Donc c'est quelque chose qui est construit peu à peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement le challenge le plus important, c'est celui-là en interne, d'arriver à convaincre tout le monde qu'on est plus fort comme ça, qu'on sera plus efficace comme ça, et qu'il faut apprendre à lâcher un peu du contrôle qu'on pouvait avoir jusque-là. Et est-ce que, par rapport à ce que vous avez décrit sur le changement de contexte et prise de conscience d'une plus large partie de la population des enjeux, est-ce que vous avez vu en même temps une progression de votre collecte de fonds? C'est-à-dire, est-ce que ça s'est aussi traduit par davantage de dons, avec des nouveaux donateurs notamment, que vous ne touchiez pas auparavant, qui ont été touchés par le contexte 2018? Oui, notamment en fin d'année, quand il y a eu effectivement le lancement de l'affaire du siècle, quand il y a eu notre opération de collecte de fin d'année, on a senti que ça s'inscrivait dans un contexte qui était celui d'une forte visibilité de ces sujets-là. Il y avait tout ce dont je viens de parler, des missions Nicolas Hulot, les marches pour le climat, etc. Donc oui, il y a eu une accélération des dons, mais globalement, Greenpeace, on est en croissance depuis des années maintenant. On poursuit sur cette tendance-là et on a même, là aussi au niveau global, l'objectif d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a chez Greenpeace aujourd'hui, c'est qu'on doit être plus présent encore dans les régions où sont les vrais enjeux environnementaux. Il y a plein de choses à faire en Europe, bien sûr, mais quand on prend un peu de recul et qu'on regarde l'état de la planète, l'Europe est certainement l'une des régions, si ce n'est la région, qui en fait le plus déjà pour lutter contre l'environnement. Il y a encore plein de choses à faire et on est loin d'être parfait. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à renforcer notre présence et notre capacité d'action dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, avec l'élection de Bolsonaro qui devient une vraie préoccupation, les États-Unis, la Russie, l'Indonésie, enfin tous les lieux où sont les questions de protection de la biodiversité, où sont les grands bassins forestiers, etc. Et ça passe parce qu'on a un modèle redistributif chez Greenpeace, c'est-à-dire qu'une partie de la collecte de fonds qu'on fait en France ou dans les pays européens sert à financer les bureaux de Greenpeace dans ces régions du monde. Une dernière petite question. Est-ce que la mobilisation des jeunes, c'est pas à la fois un vent de fraîcheur et de réjouissance, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi une grande menace pour des organisations qui pourraient finalement être un peu perçues comme trop lourdes face à ces... leur volonté, c'est d'être dans une horizontalité, un truc pas du tout institutionnel. Comment vous gérez ça Non, nous, on ne le prend pas comme une menace parce qu'on les connaît bien, on a beaucoup discuté avec eux, on a beaucoup échangé avec eux, et on essaie de se montrer le plus respectueux justement de ce mode de fonctionnement, beaucoup plus horizontal qu'une organisation structurée, reposant uniquement sur du bénévolat, avec des pratiques qui ne sont pas celles qu'on peut avoir chez Greenpeace, mais on essaie simplement de se montrer en soutien à, c'est-à-dire qu'en position de c'est vous qui nous dites de quoi vous avez besoin et on voit si on peut y répondre. On n'essaie pas de vous convaincre de mettre le logo de Greenpeace sur un communiqué de presse, on n'essaie pas de vous convaincre d'avoir un drapeau de Greenpeace dans vos manifestations ou vos rassemblements, c'est votre truc, et c'est très bien comme ça, et c'est aussi ça qui fait que c'est efficace. On est là en revanche pour effectivement vous accompagner, vous soutenir s'il y a des besoins. Donc jusque-là, en tout cas, la relation se passe très très bien, et on a plutôt bien compris qu'on avait des objectifs communs, on partage l'essentiel du discours sur l'état de la planète et les mesures à mettre en œuvre, et que ça doit nous rassembler plutôt que nous diviser. Voilà.
mobilisation générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-François. Merci.